Abonnez-vous maintenant car cette histoire va vous choquer. Que feriez-vous si le magnat de la soie lyonnaise vous proposait 500 000 € par mois pour devenir directrice créative de sa maison, alors que vous aviez passé les 10 dernières années à boycotter publiquement ses ateliers? Dans cette histoire, vous allez découvrir premièrement comment une artiste rebelle brisa les codes d'une dynastie de la soie, deuxièmement pourquoi un empire familial risquait de s'effondrer à cause d'un simple motif de tissage, et troisièmement le secret qui transformera une rancune en une passion inattendue. Restez jusqu'à la fin car le twist final va vous laisser sans voix. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer de cette saga lyonnaise où le pouvoir rencontre l'art. Imaginez-vous l'air humide de la Saône, les reflets d'or sur les façades de la Croix-Rousse, une étoffe qui scintille sous la lumière, c'est ici que tout commence. Antoine Laurent Dupré avait 49 ans. À la tête de la maison Laurent Dupré, il présidait un empire de la soie évalué à 3,2 milliards d'euros, héritage de 4 générations tissant pour l'aristocratie et les maisons de couture. Son bureau au 7e étage de la tour commerciale de la Presqu'île donnait sur la basilique de Fourvière. Sa collection personnelle comprenait des carrés signés des ateliers les plus secrets de Lyon. Il portait des costumes taillés par des maîtres et son mot d'ordre dans les réunions était la rigueur lyonnaise, ponctualité, politesse, silence. Pourtant, derrière cette façade de contrôle, il y avait une fissure, un conflit social récent, une campagne de délocalisation avortée et surtout un scandale de production avait terni sa réputation. L'artiste s'appelait Isabelle Moreau. À 33 ans, elle était connue pour ses installations textiles subversives, ses foulards peints à la main et ses performances place Bellecour où elle brûlait symboliquement des chutes de tissu pour dénoncer le travail à la chaîne. Elle refusait de collaborer avec les maisons qu'elle jugeait complices d'exploitation. Elle boycottait les ateliers Laurent Dupré depuis 5 ans. Sa beauté n'était pas conventionnelle, cheveux courts coupés façon garçonne, mains tachées d'encre et de teinture, yeux qui jaugeaient le monde comme on étudie une trame. Elle habitait un atelier à la Croix-Rousse entouré d'écheveaux, de poèmes et de tasses de café froid. Pourquoi Antoine l'engagea-t-il alors ? Parce que la maison venait d'apprendre qu'un rival avait acquis le droit d'utiliser un motif historique de la manufacture, un motif qui pourrait priver Laurent Dupré de contrats majeurs avec 2 maisons parisiennes. Sans création nouvelle, les ateliers fermant. Si vous aimez ces histoires de pouvoir et d'ateliers, likez cette vidéo. Les enjeux sont clairs, perte de patrimoine industriel, chômage d'une centaine d'ouvriers lyonnais et la possibilité d'une réconciliation improbable entre tradition et modernité. Ce qu'il allait découvrir allait tout changer, mais ce que personne ne savait, c'est que derrière le boycott d'Isabelle se cachait une vieille blessure. Son père avait été renvoyé des ateliers Laurent Dupré 18 ans plus tôt, accusé d'avoir saboté une étoffe. Cette accusation ruina sa famille. Antoine, héritier des accusateurs, n'avait jamais regardé ce passé en face. Ce secret dormait jusqu'à ce contrat menacé. L'invitation officielle fut sobre, un carton épais estampillé d'un fil d'or. Isabelle crut d'abord à un piège. Elle arriva au siège avec ses bottines boueuses et traversa la réception où un mur de soies anciennes la regarda comme une accusation. L'entretien débuta comme une négociation froide, chiffres, deadlines, équipe. Antoine parla de chiffres précis, 3 collections en 12 mois, marge de 28%, livraison au salon Who's Next. Isabelle répliqua par des exigences d'éthique, je veux des ateliers transparents, des fiches de paie publiques et l'interdiction d'exporter des postes à bas coût. Le clash faisait monter la température. L'instant d'après, tout a basculé quand une bobine tomba, dévidant son fil argenté le long du sol, et leurs mains se rencontrèrent pour la ramasser. C'était un contact fulgurant, l'odeur de cuir de son costume contre l'odeur de teinture sur ses doigts, la chaleur d'une poignée qui dura une fraction de seconde. À cet instant précis, l'air sembla suspendu, les bruits du siège s'effaçaient. Imaginez-vous à sa place, la colère mêlée à une curiosité dangereuse, la chair qui se rappelle qu'elle n'est pas seulement une tête. Les réunions suivantes furent un duel élégant, isolement des équipes, discret interrogatoire des maîtres tisseurs et surtout une visite sur le site historique de la Croix-Rousse. Là, entre les métiers à tisser et les colonnes antiques, Isabelle montra à Antoine une pièce, un motif qu'elle avait recréé à partir de fragments de mémoire. Le motif réveillait quelque chose dans lui, une culpabilité ancienne, un regret. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le motif contenait la signature du père d'Isabelle, invisible pour la plupart, mais lisible pour elle. Commentez votre PDG français préféré. Serait-ce lui ou préférez-vous d'autres magnats? À cet instant, la pression monta. Si Isabelle acceptait, elle risquait d'être accusée de trahison par sa propre communauté d'artistes. Si elle refusait, les ateliers fermant et les familles perdent leur gagne-pain. Le statut social d'Antoine était menacé, un échec public.
et la chute en réputation serait inévitable. À cet instant précis, l'information qui manquait, la vérité sur la faute imputée au père d'Isabelle, créait un fossé invisible. Ce qu'elle va découvrir va changer sa vie quand elle réalise que des factures et des lettres cachées dans les archives de la maison prouvent l'innocence de son père. 3 quarts sainte, la crise provoqua une proximité forcée. Pour sauver la maison, Isabelle accepta un contrat temporaire, 1 an comme directrice créative avec plein accès aux ateliers et la promesse de transparence. Les journées devinrent une suite de cohabitations brûlantes. Elle supervisait les échantillons, il présidait les comités, il dînait au château familial transformé pour l'occasion en bureau de crise. Un soir, sur la terrasse du domaine de Saint-Georges, ils marchèrent entre des vignes qui tremblaient sous le vent, la lumière dorée couvrait les vendanges, et pour la première fois, Antoine parla sans masque. Il confessa son épuisement, l'alerte constante des marchés et une solitude ancienne depuis que mon père est mort. Je dois suffire à tout. Elle révéla ses rêves, créer une école de tissage pour femmes migrantes, donner une dignité aux mains qui travaillent le fil. La vulnérabilité fit fondre la glace. La nuit suivante, entre nappes en ligne et chandelles, leur conversation dériva vers des souvenirs d'enfance, le linge qui sent la lessive, la douceur des draps, la fascination pour la couleur. Le monde extérieur n'existait plus, il n'y avait que la respiration partagée, l'intensité d'un presque baiser, mais soudain un secret éclate qui va tout détruire. Un document fuit, une copie d'un ancien procès est publiée sur un blog local. La presse locale crie au scandale, Laurent Dupré accusé de falsification. Les anciens ouvriers réclament des explications, les partenaires menacent de retirer leurs commandes. L'instant est électrique, la trahison perçue d'Isabelle, la colère d'ouvriers se sentant manipulés et la suspicion publique sur Antoine. Imaginez la sensation, la gorge serrée, le goût métallique de la peur, le tissu qui semble brûler sous vos doigts. Dites-nous, croyez-vous aux secondes chances? Cette question divise la communauté. Beaucoup soutiennent Isabelle pour son courage, d'autres l'accusent d'avoir vendu ses principes. La menace contre la maison prend une tournure personnelle. La famille Laurent Dupré découvre des lettres prouvant que l'accusation contre le père d'Isabelle avait été orchestrée pour protéger un contrat avec une maison rivale. Le statut d'Antoine vacille non seulement à cause du marché, mais parce que son propre grand-père a signé ce mensonge. La confrontation éclata dans la salle des échantillons. Des rouleaux de soie pendaient comme des témoins. Antoine, rongé par la honte, posa l'épreuve sur la table. Des cris, des larmes, des noms jetés. Isabelle demanda des explications, sa voix tremblante. Pourquoi avoir laissé accuser mon père? Antoine avoua la vérité pour sauver la maison d'une faillite. Un compromis fut passé. Il avait découvert les lettres mais n'avait jamais su comment réparer. Je n'ai jamais voulu briser une vie, dit-il, et la pièce retint son souffle. Le choix qu'il va faire va vous surprendre car au lieu de se recroqueviller sur son héritage, Antoine renonça publiquement à une partie du contrôle de l'entreprise. Il proposa la création d'un conseil des ouvriers, une transparence totale sur les paies et la restitution d'une archive au musée de la soie. Il plaça la réputation au même niveau que l'humain. C'était un geste risqué, si les actionnaires s'opposaient, il perdrait contrôle et fortune. Mais il choisit l'intégrité. Le baiser vint après la décision, non pas une étreinte volée, mais un accord silencieux entre deux personnes qui venaient de traverser l'étincelle du feu. Le goût de la soie, la chaleur du front contre la joue, la mémoire tactile des mains calleuses qui filent le fil, tout cela conjugué à une promesse, reconstruire autrement. Les ouvriers, témoins de la déclaration, pleurèrent et applaudirent. Le statut d'Antoine changea, il perdait peut-être la vénalité des marchés, mais il gagnait une légitimité morale. Résolution finale CTA, Septannemmin, et maintenant la révélation finale que personne n'attendait. Lors d'une cérémonie publique sur la place Bellecour, sous des banderoles tissées par les mains qu'on croyait oubliées, Antoine fit une déclaration, il céda symboliquement une part des actions à une fondation dirigée par Isabelle. La fondation financerait l'école de tissage, embaucherait des femmes formées par les ateliers et créerait un label garantissant des conditions de travail dignes. Les réseaux sociaux explosèrent, certains hurlaient au populisme, d'autres célébraient un acte d'amour comme on en voit dans les vieux romans. Le mariage entre pragmatisme économique et idéal artistique donna naissance à une collection révolutionnaire, les foulards Réconciliation, dessinés par Isabelle, tissés par les maîtres de la Croix-Rousse, présentés au salon de la mode avec un manifeste. L'odeur de la teinture changea, elle devint odeur d'engagement. La maison Laurent Dupré retrouva clients et respect, plus important, des vies furent réparées. Antoine et Isabelle ne devinrent pas un couple parfait de roman, mais ils bâtirent ensemble une maison où l'amour était un projet durable. Cette histoire vous a touché? Laissez un cœur rouge si vous croyez à l'amour qui répare. Abonnez-vous pour découvrir chaque jour les secrets des PDG français. Activez la cloche car la prochaine histoire va vous stupéfier. Et vous, quelle est votre histoire d'amour impossible? Partagez-la en commentaire. À votre avis, que devrait-elle faire? Quel PDG français vous fascine le plus? Croyez-vous aux secondes chances en amour?
Avez-vous vécu une situation similaire? Commentez, likez, partagez. Récapitulatif final: l'amour ne triomphe pas en ignorant le pouvoir, il le transforme. La soie de lion, quand elle est tissée par des mains libres, brille plus fort. Abonnez-vous maintenant, laissez un commentaire et n'oubliez pas, la prochaine histoire viendra du cœur d'une entreprise française et elle pourrait bien commencer par un simple fil. Conclusion sensorielle: fermez les yeux et imaginez le souffle frais de la Saône, le frisson d'un fil qui glisse entre vos doigts et la certitude que l'art peut sauver une ville entière.